Eh bien, écoutez, moi je vais vous parler d'un jeu de rôle pour un à 4 joueurs qui s'appelle The Gardener is Dead, où on va pouvoir jouer un jardinier. Il est dead, on peut quand même le jouer. Alors, oui, on peut le jouer, mais en fait, le pitch du jeu est que donc on va jouer le jardinier, un jardinier qui va s'occuper d'un jardin, et son prédécesseur est mort, comme son prédécesseur avant lui, comme son prédécesseur avant lui. Et c'est également le destin qui attend notre unique personnage du jardinier. Donc du coup, à 4 joueurs, vous incarnez un personnage. Exactement, on est comme dans les Larmes du Soleil, on a un seul personnage pour tout le groupe qui sera dans le personnage du jardinier. Non, je me demandais, les jardiniers précédents, ils sont tous morts tranquillement dans leur sommeil de vieillesse, ou est-ce qu'ils sont morts dans des circonstances étranges, mystérieuses et potentiellement horrifiques, avec un mystère sordide à découvrir? Alors là, on est vraiment sur un jeu de storytelling qui est très très large sur sa note d'intention, ce qui fait que on peut effectivement partir sur une histoire très sombre et étrange et pleine de mystères, ou sur quelque chose de beaucoup plus léger. Au début de la partie, on ne sait qu'une chose, on retrouve une note qui a été laissée par le jardinier précédent. Donc c'est vraiment un petit mot, basiquement une phrase qui peut être un conseil, une note pour dire méfie-toi, méfie-toi d'eux ou quelque chose comme ça. Mais donc au début on n'en sait pas trop, et en fait on va un petit peu spéculer sur ce que sont devenus les jardiniers précédents, pourquoi on en est là, et bien sûr, le plus important, faire se développer le jardin. Méfie-toi du lobby des engrais! Par exemple, tu peux, ça passe. Donc si c'est un jeu de storytelling, ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire préconçue, c'est les joueurs qui, au fur et à mesure de la partie, vont construire le jardin, le jardinier, les jardiniers précédents et toute l'histoire qui a mené à ce jardinier-là. C'est ça. En fait, comme sur beaucoup de jeux de storytelling, hein, on va commencer par une phase de création de, alors, j'ai envie de dire de l'univers, mais pas vraiment. En fait, ça va être la création du jardin. Et en fait, au début, on va créer quatre choses étranges. Il y a des phénomènes qui se passent dans le jardin. Ça peut être des trucs très, très anodins, genre comme il semblerait que les plantes se déplacent très légèrement d'un jour sur l'autre, mais on le voit jamais. Ça peut être un truc beaucoup plus visible, au contraire, dès qu'il y a de la musique, toutes les plantes se mettent à danser. Et le jardin est phosphorescent de nuit. Vraiment, là, on va avoir cette notion de choses étranges. Ensuite, on va créer des plantes. Forcément, on est dans un jardin. Sachant que les plantes ont la particularité d'être particulièrement réceptives aux émotions et aux souvenirs, et sont directement impactées par la façon dont elles ont été plantées. Donc ça va être en lien justement avec les jardiniers précédents et le jardinier actuel. On va également avoir quatre mementos. Ça va être des projets ou des objets qui ont été laissés par nos prédécesseurs, par les jardiniers. Une fontaine en cours de construction, un outil, quelque chose, hein, vraiment, un souvenir, finalement. Et finalement, on va créer quatre fantômes, donc en fait, qui seront plus ou moins définis, et qui ont comme rôle principal de tenir compagnie à notre jardinier, parce qu'il n'y a pas d'autres PNJ dans ce jeu. Donc même là, on peut garder un petit peu cette notion de est-ce que le jardin est vraiment hanté, ou si on a envie de faire quelque chose de plus réaliste, est-ce que le jardinier s'invente de la compagnie pour ça. Donc ça dépend vraiment de la table, du mood de la soirée. Et donc on peut partir sur quelque chose de presque très réaliste, comme de l'extrêmement fantastique. Je ne sais pas si je dois plutôt penser à Stardew Valley ou à euh, Graveyard Keeper. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans la note d'intention et dans l'ambiance, on est un petit peu à cheval sur les deux. Euh, mais en fait, ce qui m'étonne, c'est que
c'est qu'il n'y ait pas d'autres PNJ que ces fantômes, c'est-à-dire il n'y a pas de village, il n'y a pas de possibilité, parce que j'imagine que le jardin n'est pas au milieu du désert ou le seul lieu sur la Terre. Donc pourquoi se priver de ressorts narratifs tels que des gens Parce- qui vendent des plantes, par exemple? Parce qu'il se passe déjà beaucoup de choses dans ce jardin. En fait, en termes de mécanique de jeu, on va, on va avoir des événements qui vont arriver tout au long de la partie. Ce qui fait qu'on a déjà beaucoup à faire. Et ça reste un jeu qui est quand même un petit peu basé, on va dire, sur l'introspection, je pense. Après, bien sûr, hein, si on a envie d'introduire des PNJ, on peut. Après tout, si on s'occupe peut-être du jardin d'un grand manoir et on pourra croiser les habitants du dit manoir, mais le, le jeu se veut se concentrer sur ce qui se passe dans le jardin. Et est-ce que le jeu a une finalité? Alors oui. En fait, comme le nom l'indique vaguement, hein, le jardinier est condamné à mourir. Et donc, en fait, la mécanique de jeu tourne autour des saisons. Donc en fait, on va jouer avec un paquet de 52 cartes. Donc qu'on va diviser par couleur. Et en fait, chaque couleur représente une saison. Donc en fait, chaque joueur va tirer une carte pour l'événement en fonction de la saison. Donc on va faire forcément printemps, été, automne, hiver. Et le joueur donc une fois que le dernier événement de l'hiver a été fait, et donc on a fini un tour de jeu, on va lancer un D6. Et au début de la partie, selon la durée qu'on veut faire la partie, on choisit un nombre entre 20 et 10. Et en fait, on va retirer un D6 à ce nombre qu'on a choisi précédemment. Et lorsqu'on arrive à 1, c'est la fin de l'histoire pour notre jardinier. Et il périra à son tour et il pourra laisser une petite note pour celui qui viendra après lui. Donc limite, le jeu peut se jouer en campagne. Oui, le jeu peut se jouer en campagne. Et il y a un petit côté aléatoire de le jeu a une finalité. On sait que le jardinier va mourir, mais par contre, on ne sait pas exactement quand. Parce que sur une quantité de jets de dés incroyable, la partie peut faire 13 tours, alors que si ça se passe pas très bien, ça peut en faire 4. Et du coup, la durée d'une partie, c'est à peu près... Alors ça, c'est précisé directement dans les règles. Tu peux faire des parties jusqu'à 4 heures en moyenne. Mais donc en fait, ça va dépendre du nombre que tu choisis de base. Sachant qu'il y a différentes méthodes justement qui te parlent sur la durée de jeu. Où tu peux le faire justement sans dés, et en partant du principe que dès que les 4 As ont été tirés, la partie prend fin. Donc il y a un petit côté timer aléatoire qui est très présent. Et en fait qui donne aussi un peu la saveur au jeu justement. Parce qu'en fait à la fin aussi de chaque saison, tous les joueurs à la table vont faire un petit peu le point sur l'année écoulée et dire un petit peu leur objectif, qu'est-ce qu'ils voudraient que le jardinier fasse et accomplisse pour l'année à venir. Est-ce qu'on est dans un esprit qui est proche d'Icarus, dans lequel les créations, la narration des joueurs est tournée autour des circonstances et des raisons pour lesquelles le jardinier va mourir, ou est-ce que c'est une composante de la narration, mais ce n'est qu'une partie parmi le reste qui est la raison d'être du jardin et l'entretien et la transformation ou le développement du jardin? Alors je dirais qu'on est plus à l'opposé d'Icarus dans le sens où justement on va chercher, je pense au niveau de l'intention, on va justement chercher plus à laisser sa marque sur le jardin en sachant qu'on a un temps limité pour le faire. Donc on va essayer de créer, on va essayer de développer, on va essayer de se réapproprier déjà ce jardin qui nous est donné au début. Et après, au fur et à mesure des événements qui se jouent saison par saison, donc chaque carte a un effet particulier. Ces cartes vont faire qu'il y a certaines plantes qui vont disparaître, qu'on va devoir en créer des nouvelles. En fait, tout notre jardin de base va être amené à évoluer, à changer.
Donc en fait, c'est un peu ça. Le but, ça va être de jouer toute cette transformation et de montrer l'impact que va avoir notre personnage sur ce micro-univers qui est son jardin. Ou au moins le jardin dont il s'occupe. Mais est-ce que parce que du coup, là, en y réfléchissant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la fin de la partie où tu écris une note, est-ce que tu as moyen d'enchaîner les parties, de créer l'univers à, mettons, 5-6 joueurs, et de toi faire ta partie tout seul en faisant la vie de ton jardinier, en créant ta note, la passant aux joueurs suivants, etc., etc. Est-ce que tu as moyen de faire ça? Est-ce qu'il y a quelque chose prévu dans les règles pour ça? Alors le jeu est prévu donc comme je disais pour 1 à 4 joueurs. En fait tout simplement parce que tu peux jouer tout seul à ce jeu avec justement le système de cartes, etc. Donc en soi oui tu pourrais faire 4 joueurs qui jouent séparément leur partie et qui se transmettent leur jardin et leurs notes. Alors après, est-ce que ça a été prévu pour? Je ne saurais dire. Est-ce que c'est un exercice intéressant? J'en doute pas une seconde. Mais effectivement, je pense que ça peut clairement être intéressant de jouer avec le jardin précédent, la note précédente, et de continuer à faire vivre cette histoire au fur et à mesure. Sachant que du coup on est limité à 4 joueurs étant donné qu'on va en fait chaque joueur va se retrouver attribué avec une saison et donc pour pouvoir faire son tour de jeu, donc si on se retrouve à 5 on va être un petit peu bloqué. Qu'on peut jouer à ce jeu si on n'a pas du tout la main verte? Alors je pense que oui, mais il suffit d'avoir avec un minimum de personnalité imaginative, ça passe très très bien parce que on peut très bien planter une petite plante qui est un moment où on se sent seul, où on aimerait bien avoir un fidèle compagnon et avoir une petite plante dans un pot de terre qui nous suit comme un petit chien à travers le jardin et qui est super heureuse de nous voir. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir la main verte, mais avoir une petite âme d'enfant, ça peut aider. Là, comme ça me fait penser à Stranger Things, mais je ne suis pas sûr que ce soit très approprié. On peut également faire un truc beaucoup plus glauque avec un univers très très stressant et un jardinier qui est très dédié à son travail et qui ne veut pas partir. Mais c'est aussi un des trucs que j'aime bien dans ce jeu. Un petit peu comme dans Les Larmes du Soleil, on peut vraiment avoir des parties extrêmement différentes en termes de notes d'intention et en termes de feeling et de ressenti, avec des trucs qui sont marrants, avec des trucs qui sont légers, des trucs au contraire qui sont extrêmement prenants, intimes, du très fantastique comme du très très peu. Ça, c'est extrêmement large en termes de storytelling, mais ça reste suffisamment guidé, suffisamment clair pour que finalement tout le monde puisse y jouer, même si on n'est pas un grand habitué de ce type de jeu. Mais du coup, si on a envie d'y jouer, où est-ce qu'on peut se le procurer? C'est une excellente question. Alors là, c'est un petit peu... ça doit se retrouver peut-être dans les liens de cette vidéo. Mais sinon... Tu veux dire qu'il va y avoir des liens afin de pouvoir télécharger ton jeu, le jeu de Thomas, y compris le mien? Peut-être. Mon Dieu, futur, des on verra liens. bien. Voilà. Donc plus sérieusement, c'est un jeu de Ginger, également connu sous le nom de Laura Armstrong. Donc ça doit pouvoir se trouver sur DriveThru, sur Itch.io, des choses comme ça. Par contre, le jeu n'est disponible qu'en anglais à ma connaissance. Et pas l'autrice du truc avec les ours? Non, ça c'est Grand O8. Ah mince. Écoute. Mais donc voilà, je crois que le jeu n'est disponible qu'en anglais, si ce n'est pas le cas, mais c'est pas. Enfin, moi j'ai ma version en VF qui est traduite par mes soins. Et si éventuellement il y a de la demande, je peux envisager de prendre contact pour voir s'il y a moyen de publier cette version. Je trouve le concept assez intéressant. J'aime beaucoup également l'idée de Thomas de faire une sorte de passage de témoin où plusieurs joueurs, où chacun va imaginer son année et va
va perpétuer une situation et voir où ça peut mener. Euh, c'est intriguant, j'avoue que j'ai un peu de mal à imaginer comment ça peut se jouer. Mais Alors c'est vrai que ça m'intéresse. En tout mécaniquement, cas, c'est à moi. finalement c'est un petit peu comme Icarus. Chaque carte de saison va te donner un event. Il va te dire, bon, bah, il va se passer ça dans telle situation. Chaque saison également est liée, on va dire, à un état d'esprit. Donc c'est vrai que ben, tout ce qui va être le carreau, ça va être sur les nouveaux départs, les choses comme ça. L'été, ça va être plus tout ce qui va être les opportunités, la passion, l'amitié. Et l'automne, ça va être plus sur la notion de solitude, le côté les souvenirs, l'introspection. Et l'hiver, ça va être un petit peu plus orienté sur les changements, la mort, les choses comme ça. Donc, bah, on a toujours en fait ce cycle qui est présent pour aider la narration, sachant que au niveau de la mécanique aussi, en fait, à la fin de chaque tour, on fait tourner les saisons pour que chaque joueur ait l'occasion de jouer toutes les saisons, tout simplement. Et donc, en fait, oui, on a plein d'événements pour s'appuyer, pour appuyer notre narration. Finalement, ben, un petit peu comme pour un Force de Drama ou un Icarus, ben, on va broder, on va créer l'univers, on va faire évoluer la situation en fonction des cartes. Et on n'est pas laissé en roue libre totale en disant bon, allez, là les gars, je vous ai donné un thème, il y a un jardin, débrouillez-vous. La phase de création, j'imagine qu'il y a une phase de création ou quelques décisions qui sont prises avant de commencer le déroulement du jeu en lui-même pour sévère de base. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont décidées à ce moment-là? Comment ça se passe? Donc la phase de création, c'est le moment où on choisit nos 4 faits étranges du jardin, nos 8 plantes de base, nos 4 souvenirs, nos 4 fantômes, et qu'on choisit, et qu'on crée ensemble la dernière note laissée par le jardinier précédent. Et on va également quand même se poser quelques questions, on va dire, sur la mentalité de notre personnage. Qu'est-ce qui l'a amené là? Est-ce qu'il est content d'être là? On va également quand même poser une petite base, on va dire, plus ou moins géographique de notre jardin. Est-ce que c'était là, il y a combien de temps qu'on a eu le dernier jardinier? C'était est-ce que ça fait partie d'un grand manoir? Est-ce que c'est un petit jardin? Est-ce qu'on met un repère temporel quelconque? Donc voilà, on va créer quand même un début de setting ensemble pour planter le décor littéralement. Et une fois que c'est fait, à partir de là, un peu comme Icarus, une fois qu'on a choisi les grands axes de notre cité et qu'on a fait nos points de base, c'est parti, on commence la partie tour par tour et on fait évoluer notre petit jardin. Lorsque le hasard nous dit que ça y est, on arrive, le jardinier va mourir, est-ce qu'on a droit à une année entière pour le laisser mettre les choses en ordre et partir, ou est-ce que non, il meurt dans la saison qui suit et Alors, en fait, on fait le jet de dés à l'hiver, donc on ne sait pas quand c'est sa dernière année. Quand on la joue et c'est fini pour lui. Il pourra plus aller plus loin. Donc oui, il y aura une petite note d'inachevé. C'est peut-être aussi pour ça que tu laisses une note. En termes de matériel, au final, t'as besoin de quoi? Comme tous mes jeux, 800 kilos de petits bouts de papier, des crayons pour filou, un D6 et un deck de 52 cartes. Et les règles du jeu. Parce que du coup, les règles du jeu vont te servir de... Enfin, c'est là-dedans où il y aura la signification des différentes cartes. Ou alors, si vous êtes de type... les gens qui aiment bien ne pas avoir référence au livre, vous pouvez également imprimer les 52 événements et faire des mini paquets de cartes. Ça reste très efficace pour avoir un deck dédié au jeu. Si jamais on arrive à l'avoir en version papier,
est-ce qu'il existe une règle disant que l'un des 4 fantômes doit être le fantôme de l'arbre qui a servi à faire le papier en question et qui est là et qui te juge? Non, mais ça devrait. Je crois qu'il est temps de passer à notre dernier jeu de la soirée. En effet. Alors là, normalement, je devrais faire comme mes petits camarades, prendre le matériel que j'ai posé à côté de moi afin de pouvoir, de pouvoir vous émerveiller avec et vous annoncer ainsi en fanfare le jeu. Sauf que je n'ai pas du tout prévu de matériel et comme je veux quand même vous montrer quelque chose, du coup, je vais vous montrer ceci. Donc, c'est un CD des Enfoirés. N'oubliez pas qu'un CD ou un DVD acheté, c'est 17 repas offerts au Resto du Cœur. Ouais, mais ce serait bien si on avait envie de l'écouter. Mais moi, j'ai envie de l'écouter, je t'emmerde. Donc, eh ben, dites-moi, est-ce que vous avez toujours rêvé d'avoir un magicien d'Heroic Fantasy qui va lancer des sorts sur un robot cybernétique, sur un dinosaure de la jungle, sur une créature indicible d'un monde d'horreur gothique, ou sur un savant fou d'un monde pulp? Eh Oui, et bien, c'est pour ça que je joue à Deadland. eh bien justement, ça tombe bien parce que le jeu que je voulais vous proposer, c'est alors un instant Deadland, non, J'ai non, le show de Run en tête aussi. non, parce que voilà, vos petits jeux là qui sont pas connus, voilà. Non, moi je suis venu vous présenter Torg, précisément la nouvelle édition Torg Eternity. Donc, qui dit nouvelle édition dit ancienne édition. C'est la combientième et est-ce qu'elle apporte quelque chose à comparer à la précédente si tu as l'information? Alors, c'est une excellente question. Alors, à ma connaissance, j'avoue que je n'ai pas appris la fiche Wikipédia. À ma connaissance, il n'existe, c'est la 2e édition. Autant que la première édition date de, je dis de mémoire, et absolument pas sur la page Wikipédia, ça date de 1990. Donc c'est un jeu assez ancien, un jeu américain, donc un jeu classique à l'américaine, qui a connu un très 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 grand nombre de suppléments, de contexte, de scénarios, voire de campagnes, et qui est en train de renaître dans une version dépoussiérée. Qu'est-ce que cette nouvelle édition apporte par rapport à l'ancienne? Elle apporte déjà d'être trouvable, ce que l'ancienne n'est plus ou quasiment plus. Elle essaie d'être relativement fidèle à l'esprit des règles de l'ancienne édition, tout en les simplifiant un peu, tout en les rendant un peu plus digestes, un peu plus actuels. Voilà, l'ancienne édition pouvait se jouer avec un système de cartes d'action et de cartes de destin, de cartes spécifiques liées au jeu. La nouvelle édition les exploite plus et les rend même indispensables pour vraiment profiter du jeu, pour profiter du système et en particulier des phases d'action, de combat, d'affrontement ou de péripéties, mais pas que. Donc, on a l'air de pouvoir jouer tout un tas de trucs. Est-ce qu'on joue tout ça en même temps? Est-ce qu'il y a des... Finalement, qu'est-ce qu'on joue dans ce jeu? Alors, qu'est-ce qu'on joue? Eh bien, on joue des personnes qui à la base étaient des personnes normales. C'est un peu plus compliqué que ça, mais pour la plupart des personnages, à l'origine, c'était des humains normaux de notre Terre, alors qui avaient peut-être en eux un certain potentiel qui n'était pas encore exploité, dont ils n'avaient pas encore complètement conscience. Mais à part ça, des humains normaux sur notre Terre normale, voilà. Et il s'est passé quelque chose qui fait que certaines parties de notre Terre ont été transformées, sont devenues des réalités avec des règles différentes et qui, avec des environnements différents et qui fonctionnent
de manière très différente. Donc il y a une partie de la Terre qui est devenue un monde d'Heroic Fantasy, une autre partie de la Terre qui est devenue un monde pulp, et ainsi de suite. Et certains personnages se trouvant dans ces environnements-là se retrouvent à être transformés, à devenir eux-mêmes, à prendre eux-mêmes les caractéristiques de l'environnement en question. Et donc on va avoir des personnages qui se trouvant dans la réalité d'Heroic Fantasy vont devenir des personnages d'Heroic Fantasy, des guerriers, des voleurs, des magiciens, ce genre de choses. D'autres personnages se trouvant dans la réalité cybernétique vont devenir des personnages d'un monde cyberpunk, donc vont pouvoir être cybernétisés, etc. Et normalement, les règles de chaque réalité est très strictes, c'est-à-dire que par exemple dans un monde médiéval fantastique ou préhistorique, on ne peut pas utiliser de technologie. Il se trouve que les personnages joueurs ont cette fameuse étincelle en eux qui leur permet de contrer, de faire des choses que la réalité qui les entoure ne rend théoriquement pas possible. Ce qui fait que un personnage qui se retrouvait dans un monde Heroic Fantasy et qui s'est transformé en magicien, Heroic Fantasy, peut très bien voyager dans le monde, prendre un avion et se rendre dans une autre réalité, par exemple cyberpunk, dans lequel il va se retrouver à lancer des boules de feu ou n'importe quel sortilège médiéval fantastique sur des androïdes appartenant à des corporations corrompues. Donc si on veut découper des tyrannosaures à coups de rayon laser, c'est possible. Exactement. Cool. Il risque d'y avoir un contre-coup, c'est-à-dire que si jamais on se rend dans un monde préhistorique pour découper du tyrannosaure à coups de laser, eh bien, on a une petite chance de devoir soi-même se transformer pour se conformer à la réalité dans laquelle on est, et donc se transformer en homme de Cro-Magnon. C'est possible. De Cro-Magnon avec un laser. Ah, du coup, sans laser. Ah, mince. Mais par contre, on peut très bien jouer un personnage qui, pour le coup, provient de ces réalités. Alors, bon, j'ai été assez évasif sur les circonstances dans lesquelles les portions de terre ont changé de paradigme, mais il existe un multivers avec d'autres réalités, et on peut jouer un personnage qui ne vient pas de la Terre, mais qui vient de l'une de ces autres réalités. Et en particulier, on peut jouer un personnage qui vient d'un monde Heroic Fantasy, donc qui n'est pas un humain, qui est un nain ou un elfe, par exemple. Et donc, on peut très bien avoir un elfe qui débarque sur notre Terre, qui décide de faire du tourisme, qui se retrouve dans un monde cybernétique et qui se transforme en elfe cybernétisé. C'est totalement possible. Cool. Un elfe cybernétisé de Cro-Magnon. Alors non, du coup, il sera soit cybernétisé, soit de Cro-Magnon, soit magicien de Heroic Fantasy, mais il peut pas être les trois. Par contre, il peut être un équivalent. C'est-à-dire que le sorcier qui pouvait lancer une boule de feu, si jamais il se transforme pour se conformer à une réalité cyberpunk, eh bien, il va avoir une aptitude équivalente, par exemple, lancer des lasers, mais qui aura une origine différente, mais qui correspond à une adaptation de ses anciennes aptitudes. Ça m'a l'air bien casse-gueule comme univers. Et encore plus comme système. Ah. Alors, c'est un... Alors, j'ai pas parlé du système, hein, note. Enfin, pas trop, j'ai parlé des cartes. Le jeu souffre un peu des tares des gros jeux à l'américaine qui sont pensés... je vais pas dire en porte-monstre trésor parce que ce serait vraiment réducteur, mais qui est quand même pensé en séquence d'action, en scénario qui amène à une succession de scènes qui sont autant de scènes d'action, et donc avec un système qui est pensé dans ce sens, avec une part importante au côté ludique, peut-être au détriment du côté roleplay.
Ça, ça reste un jeu à l'américaine classique. Cela étant, le jeu apporte quand même un environnement qui fait que on se trouve dans des situations qui sont suffisamment atypiques, suffisamment intéressantes pour promouvoir un roleplay très intéressant. Si jamais un super-héros qui se retrouve cybernétisé se retrouve face à un dragon d'Heroic Fantasy, eh bien, ça peut amener une séquence de dialogue qu'à ma connaissance, on ne peut trouver dans aucun autre jeu. Voilà. Et la note d'intention, c'était justement ce côté que tu trouves un peu casse-gueule de pouvoir jouer un peu ce qu'on veut, de pouvoir changer, de pouvoir varier les plaisirs sans changer de personnage et sans changer de campagne. Et ça, c'est effectivement une entreprise qui est très casse-gueule, mais le jeu, il parvient étonnamment bien. On nous dit dans le chat que ça fait un peu penser à Toon. Alors, les gens qui sont dans le chat, continuez d'intervenir, c'est cool. Non, ça fait pas penser à Toon dans le sens que le jeu se veut un joyeux bordel, mais ça n'est pas c'est pas un jeu humoristique où on peut faire n'importe quoi, n'importe comment. Il y a quand même des règles spécifiques qui font que, lorsque je dis qu'on peut tirer un rayon laser sur un dinosaure, on doit il y a une histoire, une narration qui mène à ce qu'on puisse faire ça, et la chose est codifiée. C'est pas simplement, je veux faire une action complètement hors contexte et je peux la faire. Non. Le personnage a une histoire, a un background qui explique pour quelles raisons il a ces aptitudes-là, pour quelles raisons il peut les utiliser, dans quel contexte il peut les utiliser, et le système est assez rigide là-dessus. Peut-être un peu trop rigide si on n'aime pas trop les systèmes, encore une fois, à l'américaine classique. Mais non, c'est beaucoup moins n'importe quoi que l'impression que je peux laisser, même si, encore une fois, justement, le jeu a été pensé pour permettre des situations qui, normalement, ne sont pas possibles parce que les jeux sont cloisonnés et ont chacun une ambiance et un univers spécifique. Alors tu nous as dit qu'on jouait un des personnages qui avait cette petite étincelle, ce petit Schweppes en plus. Quel type de menace on affronte ? J'allais poser la même question. Alors, il se trouve que si ces portions de région de la Terre ont été transformées, ce n'est pas le fruit d'un hasard ou d'un malencontreux accident. C'est parce que sur les différents mondes parallèles qui se retrouvent à impacter la Terre, se trouvent des entités malfaisantes, des sortes de dictateurs qui possèdent un artefact qui permet de manipuler la réalité et qui permet de créer ces portails qui mènent jusqu'à notre Terre et dont la présence crée la modification de réalité sur notre Terre. Et ces dictateurs malfaisants, eh bien, leur but, c'est d'envahir la Terre. Alors, pour des raisons que je ne détaillerai pas, mais leur but, c'est d'envahir la Terre. Et donc, à l'endroit où les grands portails s'ouvrent, il y a des créatures et des armées qui déferlent pour prendre possession des territoires. Donc, fort logiquement, les personnages sont amenés à lutter contre les envahisseurs. Et en particulier contre ces seigneurs de réalité qui souhaitent la fin de notre monde. Et du coup, les personnages, c'est des héros qui se sont sentis la vocation de héros, ou ils font partie d'un groupuscule plus large ? Alors, ce sont des personnages qui ont cette fameuse étincelle par nature, je dirais, et qui se découvrent sans avoir rien fait pour l'obtenir.
qui se découvre cette fameuse étincelle et cette capacité d'agir sur la réalité. Donc l'étincelle, ce n'est pas eux qui se la sont donnée. Par contre, le fait de révéler cette étincelle, ça s'est fait lors d'un acte d'altruisme. Donc le jeu pousse quand même à ce qu'on joue des personnages qui sont positifs, qui ont à cœur d'aider les gens. Et c'est leur motivation première, c'est précisément ça, c'est précisément cette forme d'altruisme qui va les pousser à lutter contre l'injustice et à lutter contre ces seigneurs de réalité. Cela étant, il existe effectivement une organisation mondiale qui s'appelle le Conseil de Delphes et qui est là pour recruter et pour organiser un peu l'ensemble des Chevaliers des Tempêtes, c'est comme ça que l'on appelle les gens qui ont cette fameuse étincelle, et pour leur donner des missions et leur permettre de lutter plus efficacement contre les envahisseurs. Du coup, dans une seule mission, le jeu est pensé pour que ça se passe dans un seul univers parallèle ou au contraire de se balader au fur et à mesure de l'histoire pour explorer un peu plein de multivers et d'ambiances. Alors, le jeu est pensé pour que au sein d'une campagne, les personnages aient l'occasion de se rendre dans les différents cosmes, donc dans les différentes régions au paradigme différent, et donc l'occasion de voir un petit peu et d'interagir avec tous ces environnements. Ensuite, le jeu a quand même été prévu pour que un MJ qui a envie de faire une partie plutôt médiévale fantastique fasse se dérouler l'action dans le monde médiéval fantastique, et si la partie suivante, il a envie de faire une partie qui est plus horrifique, eh bien le scénario de la partie suivante va se dérouler dans l'univers horrifique. Donc, au sein d'un même scénario, d'une même, on va dire, unité narrative, le jeu n'a pas vocation, si on se base sur l'unité de temps et l'unité de lieu, un peu comme une pièce de théâtre, chaque scène va se concentrer sur un cosme spécifique. Par contre, si on joue en campagne ou si on fait un long scénario, les personnages sont appelés à voyager et peuvent très bien visiter plein de cosmes différents. Est-ce que c'est normal que ça me fasse penser un petit peu à Doctor Who ? Eh bien, tu es peut-être biaisé par le fait que je suis moi-même un grand fan de la série Doctor Who. Peut-être, mais je sais pas, en fait, plus j'y pense ce soir, et plus je me dis, voyager d'un endroit à un autre, où à chaque fois les règles de l'univers changent, l'environnement change, et au final, seuls les héros arrivent à garder un petit peu ce qu'ils savent faire de là où ils viennent, mais parfois avec des personnages altruistes. Avec des personnages altruistes, tu rajoutes une blue box, puis c'est bon. Alors effectivement, il y a des dans l'esprit, effectivement, il peut y avoir des ressemblances. Ensuite, le décor est quand même assez différent. On est Doctor Who, il y a vraiment un côté très science-fiction, même si on peut aborder des thèmes qui se rapprochent du fantastique, par exemple, mais l'explication est plus une explication de l'ordre de la science-fiction. Et par ailleurs, il y a le fait que ça se passe dans l'univers tout entier, ça permet vraiment de faire varier à l'infini les possibilités. Là où dans Torg, on est quand même, encore une fois, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, on est quand même limité déjà à notre Terre, et plus précisément aux 7 cosmes qui sont présents sur la Terre et qui correspondent à des archétypes classiques de monde que l'on peut retrouver en jeu de rôle. Alors bien évidemment, on peut très bien imaginer d'autres cosmes, on peut très bien varier un peu, apporter vraiment sa propre personnalité et modifier le monde un petit peu à sa sauce.
mais on reste quand même dans les frontières du jeu de rôle classique. Donc maintenant, on va quand même un petit peu toucher le sujet qui fâche. On a compris que ça joue avec des cartes spécifiques au jeu, entre autres. Mais sinon, en termes de mécanique, comment c'est géré, ces changements de paradigme, ces changements de monde? Est-ce qu'on est un peu sur un truc à The Strange, où on a les différentes fiches de personnages en fonction des univers? Est-ce qu'on a le... Enfin, comment ça marche finalement? Alors, on n'a pas différentes fiches en fonction des univers. Notre personnage reste le même. Un magicien donc un magicien elfe qui se retrouve dans une autre réalité, garde les mêmes capacités, sauf si advient un changement qui fait que sa nature est modifiée, mais ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent. Et le cas échéant, ça va se traduire d'un point de vue mécanique par un changement de ses talents, essentiellement. C'est-à-dire que on est dans un système qui est une sorte de variation un peu étrange du système des vins. Donc on a des attributs, on a des compétences, et on lance un des vins qui nous donne un certain bonus ou un certain malus, que l'on ajoute à attribut plus rang de compétences, et ça nous donne un score final. Ce qui va changer, ce qui va se rajouter à ce système, ça va être une série d'atouts. Et en fait, ce sont ces atouts qui vont vraiment ancrer le personnage dans certaines capacités et dans un certain cosme. Et donc, ce qui va changer, si jamais le personnage change du tout au tout, ça va être ces atouts. Ensuite, lorsqu'on a un même personnage qui va se trouver dans deux réalités différentes, eh bien, les choses vont se passer de manière assez différente, mais ça ne va pas forcément être lié au personnage en lui-même, ça va être lié à la réalité. Et il se trouve que cette réalité est déterminée par plusieurs scores d'axiomes qui vont déterminer ce qu'il est possible de faire ou pas et la facilité ou la difficulté de faire quelque chose. Par exemple, si quelqu'un qui possède une arme à feu se rend dans une jungle préhistorique dans laquelle normalement la technologie n'existe pas, un humain normal ne pourra pas utiliser l'arme à feu du tout. Un chevalier des tempêtes, lui, peut l'utiliser. Néanmoins, en raison du score d'axiome technologie de la réalité dans laquelle il est, le G aura des chances de créer ce qu'on appelle une déconnexion, c'est-à-dire que la réalité va se rendre compte que le personnage fait quelque chose qui, en théorie, n'est pas acceptable, et donc la réalité va lui dire non, ça, tu n'es pas censé faire ça, et va déconnecter le personnage qui, pour le coup, ne pourra plus faire ce genre d'action contre la réalité pendant un certain temps. Et c'est à ce moment-là que le personnage peut être amené à devoir se transformer parce que la réalité lui aura dit non, mais toi, tu es comme moi, ce que je te dis moi, tu n'es pas comme ce que tu imaginais être jusqu'ici. Ça me fait un peu penser à Mage sur ce dernier point. En effet, on peut y retrouver certains traits, d'autant que il y a une notion qui est assez importante, qui est la notion de la réalité correspond aussi à ce que les gens imaginent qu'elle est. Justement, plus il y a de gens qui se transforment pour obéir à une certaine réalité, obéir aux règles d'une réalité et incorporer le fait que la façon normale de fonctionner d'une réalité, c'est celle-là, et plus la réalité s'ancre et devient stable et devient difficile à rechanger. Du coup, tu as les différentes réalités qui s'étendent au fur et à mesure du temps, c'est ça? Alors du coup, il y a différentes réalités. Alors, ce que je dis, ça permet aux réalités de devenir des réalités dominantes, voire des réalités pures, dans laquelle le monde fonctionne entièrement comme ça, et tout le monde s'accorde sur le fait que le monde fonctionne et doit fonctionner comme ça, que la réalité doit fonctionner comme cela. Sur la zone qui est impactée.
Mais l'une des fourberies des seigneurs de réalité, c'est qu'ils ont des moyens d'agrandir la zone des fées. Ce qui fait que, à cause de ces d'artefacts métaphysiques, on va dire, la réalité, enfin la zone, la région qui est impactée par cette réalité va petit à petit s'étendre. Alors, le taux d'enracinement de cette réalité ne va pas être la même dans les nouvelles régions que dans les anciennes, mais petit à petit, eh bien, les nouvelles régions vont devenir de plus en plus impactées par la réalité invasive et vont devenir à terme des zones pures dans lesquelles la seule réalité qui prévaudra sera la réalité invasive. Et par ailleurs, il y aura probablement des artefacts qui auront été posés à d'autres endroits pour incorporer de nouvelles régions. Ces nouvelles régions auront une autre réalité, mais ça ne signifie pas qu'elles seront sous le joug ennemi. Mais ça signifie que par contre, l'ennemi aura plus de facilité pour envahir la région en question, parce que lorsque l'ennemi, c'est un homme lézard qui est parfaitement adapté à la jungle préhistorique, et qu'on se retrouve dans un environnement de jungle préhistorique dans lequel les armes à feu ne fonctionnent pas, eh bien, ça donne aux tribus d'hommes lézards une sorte d'avantage tactique. Oui, j'en ai une petite. Tu as dit qu'il y avait 7 axiomes. Je suppose que va y avoir du contenu sur ces 7 axiomes. Tu parles de Cosme. De Cosme, oui, pardon. Cosme, alors oui, tout à fait, puisqu'il y a le jeu de base qui existe et qui donne une présentation générale de l'univers, donc de la Terre et des 7 régions qui se sont fait envahir. Et bien évidemment, il y a un certain nombre de suppléments qui sont prévus et qui vont être spécifiques à tel ou tel cosme, à telle ou telle région. À ce jour, il y en a 2 qui sont... Alors, il y en a un qui est sorti en France. Il s'agit du supplément sur la Terre vivante, donc sur le monde préhistorique. Il y en a un autre qui a été financé de manière participative et qui devrait sortir, j'espère, le plus tôt possible, qui correspond à l'Empire du Nil, donc au monde Pulp. Et l'ambition, c'est évidemment de réussir à sortir des suppléments sur tous les autres cosmes. Donc, le prochain à venir sera Ace, ce sera le monde d'Heroic Fantasy. Et suivant le succès qu'auront eu ces campagnes de financement participatif, eh bien, on peut espérer que les autres suppléments suivront. Donc, pour compléter le jeu, il faut dépenser 1000 €. Ok, d'accord, vas-y. Alors, non. Et toi, prends ma thune. Alors, si on est un collectionneur compulsif, mais bien évidemment, ça ne concerne personne ici, effectivement, ça peut coûter assez cher. Mais les suppléments d'extension qui présentent le cosme en question de manière plus spécifique, lui, ne coûte pas 150 €. Donc on peut simplement prendre ce supplément et ça suffit pour jouer, pour avoir des parties plus spécifiques dans le cosme en question. Ouais, mais il n'y aura pas l'écran supplémentaire, ni la campagne, ni les aides de jeu, ni la boîte, ni... Mais le jeu de base déjà suffit pour... est déjà suffisant pour imaginer quelques parties dans les différents cosmes. Ok. Plus c'est mieux, mais moins c'est déjà bien. Mais écoutez, sur ces bons mots, je pense qu'il est temps de nous quitter, on ne pouvait pas faire mieux. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à ceux qui ont regardé cette vidéo plus tard. Et n'hésitez pas à revenir nous voir en live sur Twitch, parce que Twitch c'est bien. Et que je sais pas comment on fait les lives sur YouTube. Des professionnels, on va dire. Des professionnels. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Tout de suite. Ciao. Salut. Ciao.